Erasme est un Hollandais, on le présente comme Erasme de Rotterdam. Son rôle dans l'humanisme, c'est un rôle de chef de file, un rôle de référence, parce que par la multitude des lettres qu'il a écrites, environ 3000 lettres, il a établi ce que je serais tenté d'appeler le premier réseau Internet sans Internet. Au moment où Erasme écrit, le latin est la langue du savoir, et il ne s'exprime dans aucune autre langue que le latin. Son premier rôle dans l'humanisme, c'est un rôle de fédérateur, parce qu'à travers ses échanges épistolaires, il pouvait se mettre en contact avec des intellectuels, des penseurs de France, de l'Angleterre, d'Italie. Ce rôle de fédérateur a été accentué par le fait qu'il ne se heurtait pas à un problème que nous connaissons aujourd'hui, c'est le problème du barrage des langues. Au moment où Erasme écrit, n'oublions pas qu'en France, jusqu'aux années 1540-1550, les humanistes français, non seulement écrivent en latin, mais pensent en latin. Erasme était l'un des premiers à prendre sa plume pour écrire aux grands d'Europe, les 4 grands, François Ier, Charles Quint, Henri VIII d'Angleterre et Ferdinand d'Habsbourg. Donc il leur envoyait des textes de la Bible, des textes des philosophes pour tenter de les convaincre. Il avait le sentiment que la culture allait pouvoir changer l'orientation de la politique des puissants. Or, si vous regardez la carte de l'Europe dans la première et même dans la deuxième moitié du XVIe siècle, vous apercevez que l'Italie, par exemple, est le théâtre de la guerre entre les impériaux, sous le gouvernement de Charles Quint, et les troupes de François Ier, si bien qu'un personnage comme Machiavel, qui a vécu à peu près à la même époque que Erasme, a pris la mesure de la nécessité de trouver un autre message à adresser aux hommes d'État pour établir l'ordre. Et Erasme et Machiavel poursuivaient finalement le même but, établir la paix, mais Machiavel est parti non pas de culture littéraire, mais de la connaissance et de l'expérience de la façon dont les hommes vivent, dont les hommes agissent. Cette vision politique d'Erasme, tout en étant une vision relativement idéaliste, a inspiré malgré tout, peut-être à une plus grande postérité que Machiavel, parce qu'elle a suscité chez les intellectuels, le terme n'apparaît pas encore à cette époque, mais elle a suscité chez ceux qui deviendront des intellectuels le désir de peser sur les décisions politiques. Les penseurs revendiquent le droit d'examiner n'importe quel texte. Autrement dit, ils refusent ce qu'on appelle les dogmes. Donc ça me paraît quelque chose de très important au niveau de l'identité européenne. C'est la défense de l'esprit critique et le droit de l'esprit critique de s'exprimer vis-à-vis de quelque dogme que ce soit, qu'il soit religieux, qu'il soit politique, et on pourrait dire aussi qu'il soit financier. Il était une époque où tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Une fois les hommes installés dans une vallée, ils se dirent « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. » Mais Dieu en décida autrement. Ainsi, la ville fut nommée Babel, car c'est là que Dieu confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. Et quand je lis très souvent dans les journaux que le Parlement, c'est le Babel actuel, ça me fâche, parce que le Parlement est l'anti-Babel, parce que chacun parle sa langue, mais grâce à l'interprétation, ils peuvent se comprendre. Je dis assez souvent qu'en période de guerre, ce sont les armes qui décident. En période de paix, ce sont les arguments qui décident qui est le vainqueur. Celui qui utilise sa langue maternelle est celui qui a le plus de facilité pour présenter ses arguments.
Parce que dans votre langue maternelle, vous dites ce que vous voulez dire. Dans une langue étrangère, vous dites ce que vous pouvez dire. Malheureusement, de plus en plus, les universités devenant des centres de profit enseignent non plus dans leur langue maternelle, mais en anglais, dans un mauvais anglais d'ailleurs, en pensant qu'ils vont attirer des jeunes de tous les pays, en leur faisant payer aussi beaucoup d'argent. Et donc, ils vont dans un pays, ils n'apprennent rien à la langue, rien à la culture, ils n'apprennent qu'un très mauvais anglais. On ne pourra jamais, parce que l'Europe est constituée de langues différentes. J'ai le sentiment que la confusion est un mal nécessaire, parce que les langues ne sont pas seulement des véhicules de pensée et d'idées, mais les langues sont porteuses de littérature, d'œuvres, de l'imaginaire. Or, le respect de la diversité me paraît une condition nécessaire à la compréhension entre les peuples. L'Europe ne se fera pas exclusivement par les concertations des dirigeants. Elle va se faire aussi par la multitude des rencontres que vous-même, vous allez faire avec d'autres ressortissants européens. C'est comme ça qu'on construit l'Europe. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une Europe qui est simplement politique, où il n'y a pas d'échange entre les populations? Je crois que c'est très très important. C'est pour ça que des projets du genre Erasmus sont des projets d'une très grande fécondité, parce que quelles que soient les critiques qu'on peut formuler, ils permettent aux jeunes de différents pays de se rencontrer. Les partisans de l'Union européenne vous diront qu'il faut préserver la multiplicité des langues. Mais depuis la nuit des temps, d'autres hommes pensent que l'avenir se trouve dans l'unité. Et vous alors, dans quelle Europe voulez-vous vivre? Celle d'une seule langue, d'une seule culture et d'une seule pensée? Ou bien celle qui s'enrichit de la diversité culturelle et accepte le risque de la confusion? Quel que soit notre avis, c'est à nous de donner du sens au cercle étoilé.